La disparition de Néandertal est plus mystérieuse que jamais. Mais a-t-il vraiment disparu? La question semble absurde et pourtant une annonce fracassante va venir tout changer. En 2010, l'équipe menée par Svante Pääbo à l'Institut Max Planck réussit enfin à décoder l'ADN de Néandertal et le compare à celui des humains d'aujourd'hui. L'annonce fait sensation. La plus grande partie de l'humanité porte en elle 1 à 4% d'ADN néandertalien. Je pense que ça a vraiment changé le regard du public, d'apprendre que Néandertal n'était pas juste un cousin très éloigné, mais qu'au contraire, il reste un peu de lui en nous aujourd'hui. Ce que je trouve très beau, c'est que nous ayons tous hérité de l'ADN de Néandertal. Ça veut dire qu'ils n'ont pas totalement disparu, vous voyez. Ils sont toujours en nous. C'est assez beau, vous ne trouvez pas? Face à ce résultat, une seule explication possible. Sapiens et Néandertal se sont accouplés. Et en dehors d'Afrique, nous sommes presque tous les descendants de ces métissages. C'est un coup de tonnerre dans le monde scientifique. À ce moment-là, en 2010, beaucoup de chercheurs pensaient encore que Néandertal était une branche morte de l'humanité qui n'avait pas eu d'interaction avec nous. Ça a été un changement complet de pensée. Probablement le bouleversement le plus profond qui se soit passé au XXIe siècle concernant l'évolution humaine, de comprendre qu'il s'était métissé avec nous, et pas juste une fois, mais à de nombreuses reprises et dans plusieurs endroits du monde. On pourrait penser que le métissage s'est passé au moment où Sapiens a colonisé l'Europe. En réalité, il est beaucoup plus ancien, car des Néandertaliens vivaient aussi au Proche-Orient. Ce que nous voyons, c'est qu'aujourd'hui, tous les humains du monde entier, à l'exception des natifs d'Afrique, possèdent grosso modo la même quantité d'ADN néandertalien, ce qui nous indique que ces métissages ont lieu peu après la sortie de Sapiens d'Afrique. Des groupes sapiens ont migré hors d'Afrique à de nombreuses reprises, plus de 100 000 ans avant de coloniser l'Europe. Sur leur chemin, ils se sont métissés avec des Néandertaliens. Les sapiens, descendants de ces hybrides, ont ensuite peuplé tous les continents, conduisant à notre population actuelle. Mais les premiers pionniers sapiens n'ont pas eu cette chance. Sur le mont Carmel, en Israël, les scientifiques ont trouvé des fossiles néandertals, mais aussi des fossiles sapiens très anciens, parfois vieux de 170 000 ans. Et contre toute attente, ces populations locales de sapiens semblent avoir disparu sans descendance. Il y avait déjà eu un premier contact entre Sapiens et Néandertal il y a 170 000 ans, mais apparemment ce contact a été soit peu important, soit à cette époque-là, le contact a eu lieu, mais c'est pas Sapiens qui a gagné la compétition, c'est Néandertal. Peut-être que ces sapiens sont migrés trop loin, qu'ils se sont retrouvés isolés et qu'ils ont disparu. Peut-être Sapiens a-t-il fait face à de larges populations de Néandertal en Europe et qu'ils n'ont pas pu continuer leur chemin. C'est vraiment difficile à savoir. Sapiens et Néandertal ont coexisté parfois au même endroit pendant des dizaines de milliers d'années. Et la rencontre n'a pas mené à l'extinction systématique de Néandertal. Au contraire, en Israël, ce sont les sapiens qui ont disparu. Ce n'est pas comme si nous étions destinés à être les seuls survivants. Et il s'en est fallu de peu pour que les survivants, ce ne soit pas nous. Alors, que s'est-il passé de différent il y a 40 000 ans? La disparition de Néandertal n'aurait-elle finalement rien à voir avec nous? Direction le nord de l'Espagne, dans les Asturies. C'est souvent dans les entrées de grottes que les archéologues trouvent les fossiles de Néandertal, là où ils trouvaient ces abris. Mais cette fois-ci, c'est sous terre que les chercheurs vont faire la découverte la plus retentissante de ces dernières années. Il y a là pas moins de 3 km de réseau souterrain fait de galeries et de cavités que les chercheurs fouillent soigneusement depuis les années 90. C'est unique dans l'histoire de l'archéologie, car ce n'est pas un endroit où les Néandertaliens ont vécu. C'est juste une cavité souterraine où ces Néandertaliens sont tombés depuis la surface.
Sous terre, les vestiges de 12 individus néandertaliens ont peu à peu été exhumés. Il y a 6 adultes, 3 adolescents et 3 jeunes enfants. Grâce aux marques laissées sur leur squelette, les archéologues ont pu reconstituer ce qui leur était arrivé. On suppose qu'à la surface, il y avait probablement un abri sous roche où d'autres néandertaliens ont tué et mangé la famille d'Elsidron. Ce que nous avons là, ce sont les restes d'un repas cannibale. Le cannibalisme était courant dans certaines sociétés néandertaliennes, comme chez les sapiens anciens. Les raisons restent encore mystérieuses, allant du rite funéraire à la survie pure et simple lors de grandes famines. Comme cela semble être le cas à Elsidron. Je pense que ça montre bien à quel point c'était dur de vivre en Europe à cette époque, en particulier durant l'hiver. Quand un clan en rencontrait un autre, ça pouvait être tout à fait amical. Mais ça pouvait aussi être l'opportunité de trouver de la nourriture. Vous savez, juste pour survivre. Alors, les Néandertaliens auraient-ils disparu parce qu'ils se seraient tous entre-dévorés? Les chercheurs excluent cette hypothèse, d'autant plus que le mode de vie des Néandertaliens dépend de ses bonnes relations avec les clans voisins. À l'Institut de biologie évolutive de Barcelone, Carles Laloesa Fox cherche précisément à comprendre la structure sociale des Néandertaliens en décodant l'ADN des 12 d'Elsidron. C'est en effet une opportunité unique. Pour la première fois, on a retrouvé les fossiles de 12 membres d'un même clan, tous morts en même temps, il y a 49 000 ans. Elsidron nous offre la possibilité d'avoir une sorte de photo de famille d'un clan néandertalien. Alors avec la génétique, nous pouvons essayer de comprendre quels sont les liens de parenté entre ces individus. Le décodage génétique est une opération extrêmement délicate qui commence dans un laboratoire de haut confinement. Ici sont extraits les rares morceaux d'ADN encore conservés dans les ossements. Mais depuis 49 000 ans, l'ADN s'est beaucoup détérioré. Il faut décontaminer les échantillons de tout ce qui n'est pas néandertalien. Une des sources de contamination, c'est bien sûr notre propre ADN. C'est difficile à comprendre, mais nous perdons de l'ADN en permanence à travers notre peau, nos cheveux, notre respiration. Alors, dans nos laboratoires de paléogénétique, les chercheurs font tout pour rendre l'environnement aussi stérile que possible. Après séquençage, on peut enfin comparer le code génétique de chacun des 12 membres du clan. Les 3 hommes adultes sont apparentés. Ils semblent être frères ou cousins. Les 3 femmes adultes, quant à elles, viennent chacune d'une lignée différente, montrant que le groupe obéit à des règles particulières en termes de reproduction. Cela suggère que la structure sociale était fondée sur la patrilocalité, c'est-à-dire que les hommes restent toute leur vie dans leur clan d'origine, alors que les femmes changent de clan, ce qui permet d'accroître la diversité génétique de ces groupes. Les clans néandertaliens ne se retrouvaient pas uniquement pour chasser, mais aussi pour former de nouveaux couples avec des femmes qui changeaient de clan pour avoir des enfants. Le bon déroulement de ces rencontres ponctuelles est donc décisif pour la survie de l'espèce. Vous devez maintenir la diversité génétique. Vous devez maintenir les contacts entre les clans. Ma question c'est, si vous avez des petits groupes disséminés sur de larges distances, que se passe-t-il si ça devient difficile de se rencontrer? C'est en effet la question. Que deviendrait une communauté néandertalienne isolée de ses congénères? Pour répondre, partons à 7000 km de là en Russie, à l'autre extrémité du territoire néandertalien. Nous sommes ici dans le massif de l'Altaï en Sibérie, aux confins de l'Ouzbékistan et de la Mongolie. Il y a 130 000 ans, à la faveur d'un réchauffement climatique, des Néandertaliens ont colonisé cette terre, bien loin de leur Europe d'origine.
Je vois le sud de la Sibérie et les steppes d'Europe et d'Asie centrale comme une sorte d'autoroute. Vous avez ces paysages très ouverts depuis l'Europe de l'Est jusqu'au Kazakhstan et même jusqu'en Mongolie et en Chine, où il est relativement facile de se déplacer. Le problème, c'est que quand le climat refroidit, le paysage change et cette route n'est plus accessible. C'est là qu'ils se sont retrouvés isolés. Dans la grotte de Chagirskaya, les archéologues ont fait une découverte décisive pour comprendre le destin de ces Néandertaliens de l'Altaï. Ici, les vestiges de 11 individus ont été retrouvés datant d'il y a 60 000 ans. En 2022, l'étude de l'ADN montre un degré de consanguinité extrêmement important. Ce sont des populations extrêmement réduites qui ont eu vraiment très peu d'échanges génétiques avec l'extérieur. Si vous avez un groupe de 20 ou 30 individus qui se reproduisent entre eux, ça va être compliqué. Mais vous savez, il n'y a pas vraiment le choix. C'est soit votre cousin, soit vous restez seul pour le restant de vos jours. Ce qui n'est pas une pensée très agréable non plus. Avec un tel degré de consanguinité, la diversité génétique de ces Néandertaliens de l'Altaï est extrêmement faible, beaucoup plus que pour la plupart des animaux sur Terre. On retrouve un niveau aussi bas chez les gorilles des montagnes, une espèce en voie d'extinction qui ne compte pas plus de 600 individus sur la planète. Quand la taille d'une population passe sous un certain seuil, il n'y a plus de retour possible parce que vous n'avez pas assez de diversité génétique. Par exemple, quand l'environnement change, vous avez besoin de nouveaux variants génétiques qui vous permettront de vous adapter. Ça peut être parce que le climat change ou de nouvelles maladies arrivent. Si vous n'avez pas assez de diversité génétique, vous ne pourrez pas vous adapter. Isolés de leurs congénères, les Néandertaliens de l'Altaï auraient ainsi disparu lentement sur des milliers d'années, comme beaucoup d'autres espèces dans l'histoire de l'évolution.